C'est un peu morbide de se dire qu'on fait un testament. Moi, je vois souvent que pour des raisons qui leur sont propres, les clients veulent pas forcément se marier. Et ça, il n'y a aucun jugement de valeur à avoir. Mais par contre, il faut quand même les alerter sur le fait qu'ils vont payer beaucoup d'impôts. Franchement, c'est un schéma étonnant. 2 millions, alors évidemment, c'est pas du tout net, il y a de la dette. Mais là, nous, on projette déjà 60 000 € de revenus. C'est monstrueux, quoi. C'est quand même catastrophique. Et surtout, on voit le manque à gagner sur 30 ans, 565 000 €. Il faudrait commencer par là, du coup. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène à l'hôpital avec un invité. Salut Camille. Salut Mounir. Alors, il est banquier privé ou ex-banquier privé. Il a créé The Wealth Office, qui est un cabinet de gestion de patrimoine. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir son avis parce que toi, tu as l'habitude de voir des gros patrimoines. Là, on est sur ça. Donc, on va y aller. C'est parti. Du coup, médecin, 42 ans. Ça pourrait être ton client, typiquement. Médecin, 42 ans, 3 millions de patrimoine. Ça pourrait être mon client. J'en ai des plus importants, des moins importants, mais en tout cas, il pourrait tout à fait il est dans la cible. Figurer dans la cible. Ouais. Patrimoine brut, 3,3 millions. Net, 1,9. Qu'est-ce qui t'inspire ce graphique? On voit qu'il y a 60% d'IMO, 18% d'actions et de fonds, 14% de fonds euros. Premier commentaire. Bah écoute, là, c'est difficile de dresser un constat parce que j'imagine que l'immobilier, il a peut-être une résidence principale. J'imagine. Il a peut-être beaucoup investi à crédit aussi. Ouais. Donc forcément, si la banque te prête pour acheter de l'immobilier, difficile de refuser. Mais en tout cas, effectivement, moi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a un joli patrimoine, bien diversifié, et qu'il a quand même pas mal de fonds euros. Profil, Paxé, 42 ans, une fille de 10 ans, médecin libéral, revenu 20 à 25 K net de charges avant impôt. Il y a souvent des gens qui disent en commentaire c'est pas possible, ça n'existe pas. Si, ça existe, c'est des vrais profils. Voilà. Si vous faites des études de médecine, c'est 8 ans ou 9 ans d'études, mais derrière, voire plus. Mais derrière, ça paye. On regarde son cash flow, on voit donc à gauche des revenus quand même très conséquents. Je pense que tu es dans le top 0... Tu penses que tu es top 0,1% en français avec plus de 20 000 ? Ouais, je pense facilement. C'est énorme quand même. Du coup, 8 345 € d'investissement par mois, monstrueux. Du PER, apport CC, alors ça va falloir qu'on en parle. Apport en compte courant. Il nous détaille le schéma, c'est assez intéressant. PEA, PME, une assurance vie perso, une assurance vie compte titre pour sa fille a priori, un PEL qui est au plafond et des prêts. Non, ça c'est autre chose. Bon, ça investit quand même solidement. Derrière, un peu de logement. Franchement, ça paraît dérisoire par rapport à ce qu'il a. Vie quotidienne, moi ça me paraît dérisoire aussi. 500 € de course quand on gagne 20 000 € par mois. Plutôt frugal comme train de vie. Plutôt frugal, clairement. Je pense qu'il vit pas à Paris. 300 € de restaurant, c'est qu'il n'y va jamais en haut. Le Girardin, ok, on va en parler aussi, c'est important. Et 1000 € de vacances. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un petit bien locatif qui rentre. Et surtout, on voit que il manque quand même pas mal là. Enfin, en fait, où est-ce que va tout ce cash restant là? Il y a à peu près, il manque la moitié en fait. Il manque 7 000 €. Taux d'épargne de 40% quand même. Très très solide ce médecin. Du coup, objectif barista fire, j'imagine que tu ne veux pas il veut pas devenir barista. Ouais. Vers 50-55 ans, en diminuant ma charge de travail très importante sans perdre en revenus, puis garder le même niveau de revenu qu'actuellement lors de ma retraite. Ok. Le tout en anticipant fortement et dès maintenant la transmission à ma fille pour que ce soit le moins indolore possible. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop de la transmission, mais là, il y a quand même moyen d'éviter un assassinat fiscal au moment de la transmission. On en reparlera. La stratégie. Alors là, attention les acronymes, accrochez-vous. J'ai créé en 2019 une SCIS lourdement endettée. Alors déjà, de quoi il parle là? C'est quoi une SC à l'IS? Une SC déjà, c'est l'acronyme pour Société Civile. Ouais. On parle souvent de SCI en France, mais en réalité, on peut avoir différents types de sociétés civiles. Okay. Et là, je pense qu'il a opté pour l'objet social le plus large possible. C'est-à-dire que la société va pouvoir à la fois investir dans l'immobilier, mais également dans d'autres classes d'actifs comme la bourse, les actions, les obligations, ce qu'il fait d'ailleurs. Ou autres. Donc ça lui permet d'avoir vraiment une allocation diversifiée. Et la suite de l'acronyme IS, c'est pour impôt sur les sociétés. Donc là, ce qu'on apprend, c'est qu'il a opté pour l'impôt sur les sociétés en opposition à l'impôt sur le revenu, qui lui permet en fait de décorréler la fiscalité de sa société de ses revenus personnels. Donc du coup, vu ses revenus, il doit avoir une fiscalité importante. Très important déjà. On n'a pas le détail, s'il est en SARL, s'il verse un salaire ou s'il est en entreprise individuelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a une grosse tranche d'imposition. Et donc forcément, la SCLIS, dans ce cas-là, c'est hyper pertinent pour capitaliser et avoir un taux plus favorable. C'est quoi, c'est 25% le taux? Alors c'est 15% jusqu'à 42 500 € de résultats. Ouais. Donc lui, on apprend là qu'elle est très endettée, donc peut-être que même il ne paye pas d'impôts. Ouais. Et au-delà de 42 500 de résultats, c'est 25%. Ok. Donc en fait, c'est quand même assez favorable parce que ces dernières années, le taux a énormément baissé. Ouais. On n'est pas les plus compétitifs d'Europe, mais on n'est pas non plus à la ramasse. On continue, donc une SC lourdement endettée, avec 2 tranches de prêt en 2019 puis en 2022, pour des parts de SCPI en PP, pleine propriété, et en US, usufruit,
pour le remboursement et l'amortissement de l'IS. C'est quoi l'histoire de la pleine propriété et de l'usufruit là ? Ouais, alors là c'est un peu technique, c'est un montage qui s'est pas mal répandu quand les taux d'intérêt étaient bas. On va regarder si on trouve un schéma peut-être. Ouais, je suis pas sûr, mais on peut toujours essayer. En fait, les SCPI par essence par rapport au rendement, donc c'est entre 4 et 5% on va dire en moyenne, ça suffit pas pour rembourser un emprunt sur 20 ans sans apport. Généralement les banques sur 20 ans, sur les SCPI, elles vont pas prêter au-delà de 20 ans. C'est assez rare d'aller au-delà. Et donc du coup forcément, l'investisseur il va avoir un effort d'épargne, un cash flow négatif. Et en fait pour combler ça et pour équilibrer le montage et que ça soit autofinancé, c'est ce qu'on recherche dans l'immobilier, il va compléter son investissement initial en pleine propriété par de l'usufruit. Alors je vais essayer d'être très schématique. L'usufruit, c'est uniquement le droit de percevoir les revenus. La nue propriété, c'est un droit futur sur la propriété de l'actif et les plus-values. Je sais pas si on le voit là sur le schéma. Tu voilà, vois fructus. Voilà. Et en fait, en achetant de l'usufruit, pour un prix qui est inférieur à la valeur en pleine propriété, ça lui permet de générer du cash flow qui va permettre de combler l'effort d'épargne de la quote-part en pleine propriété. Autrement dit, je la fais simple, ce qu'il achète en pleine propriété, il le garde à vie. Il pourra le revendre plus tard. La part en usufruit, elle va s'éteindre d'elle-même à la fin du montage financier, à la fin du prêt, et elle aura servi à générer le cash pour payer l'autre emprunt. Selon une clé de démembrement. Exactement, ça, c'est un calcul, j'ai pas les SCPI, mais en tout cas, c'est un montage qui permet vraiment d'avoir zéro effort. Et le fait qu'il ait pu financer ça à crédit, je trouve ça assez incroyable. À des taux quand même qui sont très loin de ce qu'on a actuellement. Exactement. Là. Personne ne touche du 1,9. Ça, c'est le TRI de l'opération. En réalité, s'il n'a pas d'effort d'épargne, il est infini, on peut pas le calculer. Parce qu'en fait, il a rien mis au départ et son patrimoine se construit tout seul. Quoi. Magnifique. Donc plutôt un bon schéma. Il nous le dit, 1 million de prêts en 2019 à 1,9 sur 20 ans. Déjà, c'est très favorable. C'est costaud quand même. C'est très favorable. Puis deuxième tranche de 550 000 en 2023 à 1,3% sur 20 ans. Bon là c'est... En 2023, 1,3 c'est énorme. C'est énorme. Faudra peut-être nous donner les coordonnées de son banquier parce que là ça nous intéresse. C'est clair. Cet SC me servira de caisse de retraite perso avec remboursement du CCA. On va revenir dessus. Et pour transmettre mon patrimoine en donnant la NP de la SC à ma fille. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en gros, là, ce qu'il a voulu faire, le client, c'est, donc, comme j'ai dit, pour des raisons fiscales, plutôt se créer du patrimoine à l'IS, donc cette société. Et le but de la société, c'est c'est un outil de transmission. Ça permet en fait de fractionner un capital en parts. Et donc, du coup, en donnant de façon échelonnée dans le temps les parts à ses enfants, ses ayants droit, en fait, on va pouvoir profiter des abattements fiscaux. Tous les 15 ans, l'État nous permet, en fait, en franchise d'imposition, de donner jusqu'à 100 000 €. Et comme il a créé la société avec... C'est important de commencer tôt, du coup. Exactement, il faut anticiper. Le problème que quand on donne tôt, c'est qu'on se dépossède. Et quand on a besoin de revenus et de patrimoine pour soi-même, donner très tôt, c'est pas forcément une bonne idée. Et en fait, l'idée de la SCI, c'est qu'on peut rédiger dans les statuts des règles de fonctionnement. Et on peut faire en sorte que celui qui détient même une part décide, enfin, qu'il prenne les décisions, il a les droits politiques. Et peut même s'affecter une majorité des revenus. Ce qui lui permet en fait de se déposséder patrimonialement sans se déposséder en termes de revenus et de décisions. Donc ça, j'ai pas les détails, je rentre pas plus dedans. Mais là, l'idée, c'est qu'en fait, il crée un patrimoine, il transmet à sa fille, et comme la société s'est endettée, en fait, elle est réputée valoir zéro au départ. Au fur et à mesure que l'emprunt se rembourse, elle prend de la valeur. Et donc, du coup, ça sera beaucoup moins coûteux que s'il avait donné en direct ses SCPI à sa fille. Donc voilà l'idée du montage. Le compte courant associé, je sais pas si tu veux qu'on développe maintenant, mais... Ouais, vas-y, je pense que c'est important. En fait, il nous a dit dans l'introduction qu'il faisait des investissements tous les mois, je crois que j'ai vu dans son budget en CCA, en compte courant. En fait, ce que fait le client ici, l'utilisateur... On voit ici, là. Voilà. En fait, il fait 3300. C'est ça. Il fait des apports, il fait des virements à sa société. Et en fait, le compte courant d'associé, c'est un prêt que vous faites à votre propre société dans le but qu'elle vous le rembourse un jour. Et en faisant ça, en fait, il crée une dette qui va pouvoir se faire rembourser plus tard, sans que ça soit considéré comme un revenu. Et donc du coup, ça lui fera, comme le client le dit, je dis client parce que j'ai l'habitude, mais l'utilisateur de Finari, le médecin, il va pouvoir en fait profiter d'un complément de revenu en franchise d'imposition, après paiement de l'IS bien sûr, mais qui est un taux très favorable. Plus favorable. Donc voilà le but de l'opération, se créer des revenus défiscalisés pendant un certain temps. Ça, c'est un schéma, clairement, il l'a pas fait en se levant le matin. Il a bossé avec un pro, là. Il a bossé avec un pro, ou alors il s'est... Ouais, son banquier, peut-être c'est possible, il y a des banquiers qui sont très friands de ces montages, ou peut-être sur différents forums. C'est un forum de Finari, peut-être. Ouais, peut-être. C'était très à la mode sur les forums il y a quelques années, ça. Ouais, ça m'étonne pas. On continue, j'investis chaque mois. Bon, ça, il nous l'a dit, 7800, l'apport en coup de camp, etc. Je fais aussi 15 à 20 000 € annuels en PER. Plan épargne retraite. En gros, moi, ce que j'en retiens du PER, c'est que c'est intéressant si on a une tranche marginale d'imposition très élevée maintenant et qu'on anticipe une baisse assez forte au moment de la retraite. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour la première partie de la réponse, c'est qu'effectivement, si la tranche d'imposition est élevée, le gain fiscal va être encore plus élevé. Exactement. Si vous avez une tranche à 11, votre avantage fiscal, c'est de 11. Si elle est de 45, vous gagnez 45. Sur la deuxième partie, tu as raison aussi, mais je rajouterai une nuance. C'est que même s'il est toujours à la même tranche d'imposition à la retraite,
en fait, l'économie d'impôt qu'il aura eu au moment du versement, il pourra la faire travailler et bénéficier des intérêts composés dessus. Bien sûr. Mais effectivement, s'il a la même tranche d'imposition, il n'y aura aucun gain fiscal. Exactement. Voilà. Donc ça a aussi un coût d'opportunité de peut-être faire autre chose, mais... Voilà, il faut regarder les frais de son PER aussi, parce que si c'est pour payer 2% de frais de gestion, l'avantage fiscal sera annulé en fait. Exactement, qu'à regarder. Le PER, c'est quand même pas la solution magique. Voilà, en fait, c'est simple, il n'y a pas d'avantage fiscal gratuit. Sans contrepartie. Sans contrepartie, ça n'existe pas. Il faut toujours faire quelque chose. Ouais. Question. Que faire ou changer pour pouvoir lever le pied d'ici 10 à 15 ans tout en gardant un niveau de vie le plus identique possible? Ça, a priori, je vois pas trop de soucis. Si possible, sans toucher au capital. Alors du coup, il y a un point que tu as relevé avant qu'on commence. Il parle de protéger, d'assurer sa succession. On ne sait pas s'il a un testament. Ouais, c'est un point important ça, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ce médecin, il est pas marié, il est pacsé. Et en fait, le Pacs, quand on se paxe avec son conjoint, son partenaire, il n'est pas reconnu comme héritier au regard de la loi. Donc si on n'a pas rédigé de testament, en cas de décès, le patrimoine ne lui revient pas de plein droit et il n'est pas exonéré de droit de succession. Donc le testament, c'est vraiment hyper important pour protéger son partenaire de Pacs, alors qu'un mariage permet automatiquement de bénéficier de ses avantages. Et c'est pas très cher à faire en fait, un testament, on peut aller chez le notaire, on peut même en faire en ligne maintenant. Donc une centaine d'euros. Voilà, c'est vraiment pas très cher. C'est un peu morbide de se dire qu'on fait un testament, mais franchement... en fait, moi je vois souvent que pour des raisons qui leur sont propres, les clients veulent pas forcément se marier, et ça, il n'y a aucun jugement de valeur à avoir. Mais par contre, il faut quand même les alerter sur le fait qu'ils vont payer beaucoup d'impôts, donc au moins un Pacs avec un testament. Ça fait 10 ans que j'investis et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos, écouté des podcasts, regardé beaucoup de comptes Twitter et j'ai décidé de tout mettre dans une liste que je vais vous partager. Pour l'obtenir, c'est super simple. Le lien est dans la description. Vous mettez votre email et je vous l'envoie tout de suite. On retourne à la vidéo. On regarde le profil. On voyait tout à l'heure le fonds euro, du livret, 200 000 euros de livret, des comptes bancaires qui débordent. Là, franchement, il y a quand même beaucoup de cash. Là, franchement, il y a beaucoup de cash. Si on regarde plus spécifiquement, on voit 60% d'IMO, ça c'est vraiment énorme. Et là, on va aller voir dedans parce que c'est franchement, j'ai jamais vu ça. Regardez-moi ça là, c'est un Mondrian parfait. Franchement, c'est un schéma étonnant. 2 millions, alors évidemment, c'est pas du tout net, il y a de la dette, mais là, nous, on projette déjà, en prenant en compte le fait qu'il y a de la nu propre et tout, 60 000 euros de revenus. Donc c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux par an. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Il y a les SCPI en particulier. Il y a des SCPI qui ont récemment annoncé des baisses de parts. Là, j'en vois, il a du PFO. Alors, c'est PFO 2 de mémoire qui a annoncé, je sais plus. Elle est là, voilà. PFO Grand Paris, c'est voilà. Aussi, Immorant, ils ont baissé le prix de leur part. Je sais plus, mais en tout cas, c'est les SCPI de bureau principalement qui ont eu des baisses de valorisation. Et là, celle que tu viens de citer, c'est des SCPI de bureau. Donc il y a quand même des chances. Après, pour le coup, il les a achetés à crédit. Donc il les a achetés pour lui, ça lui a coûté 0. Avec son montage. Donc même si elle baisse de 50%, à terme, il aura gagné les 50% restants. Lui, ce qui compte, c'est les revenus en fait qui remboursent le prêt. En fait, son risque, concrètement, c'est que le rendement baisse trop fortement et qu'il se retrouve à devoir combler de sa poche. Voilà, bien sûr que les baisses de valorisation, ça reste un manque à gagner pour ses clients. Bien sûr. Déjà, il a le temps. Il faut qu'il regarde sur l'échelle de temps du crédit, sur 20 ans, peut-être qu'il sera en plus-value. Tout à fait. Et par ailleurs, tout ce qui est remboursé par les CPI, c'est net, quoi. C'est exactement. Et d'ailleurs, on voit, tu disais les bureaux. Il n'est pas très il est exposé. Ça va, quoi, mais c'est bien, il est diversifié. Si on regarde les régions, ça va être évidemment les pays. C'est très franco-français, la SCPI, malheureusement. Mais bon, il y a du quorum, ils font de l'étranger. J'ai vu qu'il y avait du Hiroko, du RIMEC. Bon. Moi, je trouve qu'il a un beau portefeuille. Ouais. Là, pour le coup, il est hyper diversifié. Et puis, il a fait avec ce que la banque a bien voulu lui financer. Parce que exactement. Les CPI ne sont pas il n'a pas eu le choix, forcément. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Avant de passer aux emprunts, qui va être un bon chantier, les actions et les fonds. Bon, là, c'est de la folie. Il y a un truc qui saute aux yeux, c'est quand on regarde ses frais. Donc, pour rappel, sur Finari, on scanne les frais. Tu me disais d'ailleurs en préambule que c'est un truc clé, quoi. Ça mange la perf. Là, on voit que c'est quand même catastrophique. Et surtout, on voit le manque à gagner sur 30 ans, 565 000 euros. Il faudrait commencer par là, du coup. Faudrait peut-être commencer par là, avant de se demander s'il n'y a pas des optimisations. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire du cash en plus? Exact. Est-ce qu'il n'y a pas des arbitrages à faire? Je prends le premier contrat au hasard. Bon, ça, c'est un fonds actif. Ça, c'est une SCI. Les frais, ils sont monstrueux, quoi. On continue. C'est que des fonds actifs, en fait. Et d'ailleurs, là, nous, on trouve des alternatives. Voilà, ça fait super mal, mais en fait, on trouve un BlackRock qui fait la même chose pour 0,25, qui fait le même indice. Il y a vraiment des choses à faire, là, il faut arbitrer, franchement. En tout cas, il faut se poser la question de l'arbitrage, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il n'y a que de la gestion active, j'ai l'impression. Pour l'instant, ouais. Il n'y a que de la gestion active. Il y a juste ça qui est hyper marrant. Et tu me le disais avant. Alors, il a de l'ETF dans son PEA, nickel. Pour le coup, ça, c'est parfait. Mais je pense qu'il n'est pas au... Est-ce qu'il est au plafond? Ah, peut-être quand même.
Il a 50 000. Ouais, si, il doit être au plafond. Ah, mais non, après, je pense pas avec les plus-values. Enfin, ouais, 650 000. Si, ouais, il doit être au plafond. Ouais, largement. Mais par contre, c'est quoi Réserve Écureuil? Ça vaut le coup d'aller voir ce produit parce que j'avoue que je ne connaissais pas. Donc toi, tu le connaissais? Je connaissais, ouais. Et donc, c'est quoi la particularité? Alors, en fait, ce fonds, c'est un fonds monétaire. Ouais. Et il a la particularité d'être éligible au PEA. Okay. Et le problème du PEA, c'est que c'est une enveloppe fiscale dans laquelle on peut investir que en actions. Tout à fait. Ou en OPCVM, en ETF. Et donc, du coup, quand on a des liquidités, soit parce qu'on veut rentrer progressivement sur les marchés, faire du DCA, ou qu'on a, je sais pas, une plus-value énorme qu'on veut sécuriser, on n'a pas de solution pour rémunérer son cash. Et on n'a pas, il n'y a pas de livret d'épargne, il n'y a pas ce genre de choses. Et donc du coup, les fonds monétaires, avant, ça servait pas à grand-chose parce que les taux étaient à zéro. Ouais, mais aujourd'hui, avec la remontée des taux, donc ces fonds, en fait, sont investis sur le marché interbancaire. Et ça te permet de t'exposer, alors là il marque Eonia, mais en fait en réalité c'est l'Ester, il a été renommé. En fait en gros c'est le taux moyen des prêts interbancaires. Ça suit un peu le taux directeur de la BCE des dépôts. Donc 4, entre 4. C'est à 3,9-4%. Okay. Donc ça c'est une très très bonne solution pour les sans risque a priori là, enfin un risque très très faible, risque d'émetteur. Risque super faible effectivement. En gros l'avantage de ces produits c'est que si les taux montent, la performance augmente. Ouais. Si les taux baissent en fait les intérêts acquis ne sont pas repris. Donc ça capitalise. Ouais. Donc voilà, quand on a de l'argent qui dort, c'est déjà bien quoi. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, si vous êtes client Bourso, on a pris Bourso parce que c'est la plateforme la plus populaire sur Finari. En fait, il y a quand même ce screener qui vous permet de trouver des fonds. Et donc là, on a regardé en fouillant, il y en a 3. Et d'ailleurs, je vois que la réserve Écureuil n'y est pas, mais peut-être qu'elle n'est pas éligible au PEA sur. En fait, ce qu'il y a, c'est que les courtiers ont des accords de distribution avec certains gestionnaires de fonds. Et en fait, les fonds monétaires, si vous les achetez sans ce type d'offre promotionnelle, vous allez payer des frais d'entrée. C'est généralement de 1%. Et quand vous visez du 4 annuel, ça vous prend 25% de la perte. C'est dommage. Et en fait, que vous passiez par un Boursorama, Fortunéo, Bourse Direct, pour pas les citer, ils ont tous des accords spécifiques. Donc vous allez chez votre courtier habituel, vous regardez la sélection zéro frais, vous mettez monétaire, et en fonction de votre courtier, vous allez trouver le fonds qui est éligible. Il y en a chez tous les courtiers. Donc là, on voit qu'il y en a 3 qui ont tous des noms absolument pourris, Amundi, Sérénité, voilà. Faut regarder la capitalisation, voir s'il y a des volumes. Voilà, exactement. Si c'est le cas, a priori, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, risque 1 sur 7, parce que c'est du monétaire. Bon, là, on voit quand même, et tu le disais, il y a beaucoup de fonds actifs. Il fait quand même un peu de stock pick. Sur des foncières principalement. C'est ce que je remarque. Ouais, c'est vrai. Alors, Unibail Rodamco, si vous voulez qu'on regarde le cours de l'action, c'est terrible en fait. Ils ont perdu 60% sur 5 ans. Du coup, Unibail Rodamco, foncière cotée. Alors effectivement, ça paye des loyers. Mais bon, si on perd 50, 60, 70%, parce que c'est quand même très corrélé au marché action, il y a une vraie question à se poser. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur usage à faire d'un compte titre que d'aller mettre de la foncière cotée, sachant qu'on est déjà sur ce profil très exposé à l'IMO, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, la foncière cotée, c'est un moyen d'investir de façon indirecte en immobilier, avec des frais dérisoires, des frais de courtage. Mais par contre, on s'expose à la volatilité des marchés. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche quand on investit dans l'immobilier. Et c'est que de l'immobilier commercial quasiment. En plus. Et qui est très représenté dans les SCPI. Donc moi, à la place de ce monsieur, peut-être que je verrai pour un peu revoir mon compte titre et peut-être mettre des ETF pour compléter ceux qui sont déjà présents dans le portefeuille. Parce qu'en fait, la partie immobilière, elle est déjà très représentée en direct et via les SCPI. Je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est sa diversification géographique. Là, on regarde son score. Bon, il est à 3 sur 10. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est, il est surexposé à la France et il n'est pas du tout exposé au marché émergent. Et tu me parlais d'un... Là, on le voit, c'est États-Unis. Encore États-Unis, c'est plutôt gros. Mais derrière, si on regarde les régions, c'est vrai que les marchés émergents manquent à l'appel. Et tu m'avais... D'Asie, il a 5% d'Asie. Mais... Ouais, voilà, c'est assez light. Et tu me montrais ce graphe, et je trouvais ça assez marrant. En gros, si on lit le graphe, c'est que les marchés émergents, à terme, seraient plus gros en 2050, selon cette étude, plus gros que les US. Donc il y a peut-être de l'argent laissé sur la table à ne pas y aller aujourd'hui. Plus gros que tous les marchés développés même. Plus gros que tous les marchés développés, pardon. Alors, en fait, c'est vrai que... On a tendance à prôner l'ultra-diversification, mais les performances passées nous montrent que les US surperforment largement. Ouais. Donc l'idée, c'est pas non plus d'appliquer stricto sensu ce que nous montre ce graphique, mais c'est de se dire que y a des choses qui ont marché dans le passé. L'économie de demain ne sera pas celle d'hier. Il faut prendre en compte ces nouveaux enjeux. Donc ne pas sous-estimer la partie émergente qui a été délaissée. Donc moi, ce que je ferais, ce que j'inviterais ce monsieur à faire, c'est peut-être regarder des ETF émergents. Il y en a plein, il y a différentes expositions. Le ACWI qu'on aime bien. Alors le ACWI, lui, ce qui est bien, c'est que c'est un all-in-one en fait. C'est vraiment pour faire de la gestion ultra passive. En une ligne, on s'expose aux marchés mondiaux, émergents compris. Alors là, il faut un peu tourner la tête, mais en gros, c'est le MSCI World, plus de l'émergent dedans. MSCI World, plus de l'émergent et plus les small caps. Plus les small caps. Donc en fait, on élargit encore
le spectre. Et là, on le voit d'ailleurs, 47 marchés, les marchés développés, les marchés émergents. T'as 99% du flottant mondial en un ETF. En un ETF. Donc là, tous les gens qui disent, attendez, est-ce que je suis assez diversifié, est-ce que je vais avoir plus de lignes? Mais les gars, ça y est, quoi. Tout est là. Et ça, franchement, vous allez sur n'importe quel broker, vous en trouvez avec des frais de gestion à 0,1, 0,2. Alors peut-être que... Est-ce que ça existe en PEA, le Non, Acquis? Ça n'existe pas. Sur le PEA, le meilleur moyen de diversifier, c'est de faire on peut composer différents ETF. De faire World, mais le plus simple, c'est un World, éventuellement du small cap. Et sinon, après, il y a des indices émergents ou Asie émergente. Ouais. Du coup, pour conclure, il y avait une question assez simple. Qu'est-ce qui doit changer ou qu'est-ce qu'il doit faire pour lever le pied? Je pense qu'on a des pistes avec les frais. Là, il y a un truc. Il y a 565 000 euros de frais de banque à gagner. Bon, moi, j'aime bien mon banquier, mais je vois pas pourquoi je lui financerais sa retraite. Peut-être petit point d'attention sur le montage avec les SCPI. Il y a quand même un risque. Hein. C'est un très beau montage, mais c'est pas gratuit. Il faut regarder s'il a transmis déjà des parts à sa fille. Exactement. Et sur ce compte courant, comment est-ce qu'il prévoit de le rembourser? Parce que s'il ne le rembourse pas, ça tombera dans sa succession et il n'aura pas l'effet fiscal escompté. Ouais. Mais sinon, dans l'idée, c'est un très bon montage, mais maintenant, il faut le suivre et faire en sorte qu'il aboutisse. Ça marche, quoi. Ça marche, ouais. Et là, du coup, en regardant son patrimoine de tête, est-ce que tu penses, tu vois, sans rentrer dans des calculs scientifiques, est-ce que ça te semble jouable de maintenir ce train de vie qui est là, a priori, à 5 000, allez, on va dire, ça me semble très peu, vraiment, on va dire à 5 000, 6 000 euros par mois dans 10-15 ans? Déjà, rien qu'avec le patrimoine brut existant, si on part du postulat que la dette va se rembourser, s'il a tout ce patrimoine, alors il avait un peu, la résidence principale c'était 250 000 euros, on peut dire qu'il aura 3 millions de patrimoine et encore, on n'intègre même pas une revalorisation. Tout à si on est conservateur et qu'on dit que ça va lui rapporter du 4%, ce qui est très conservateur. Ce qui est très conservateur, hein, attention, et qu'on enlève, allez, on va dire 30% d'impôt, la flat tax. Tout à fait. Ça lui ferait 84 000 euros de revenus, soit 7 000 euros par mois. Donc là, on n'a même pas optimisé les frais, on n'a pas pris en compte sa capacité d'épargne future, on n'a pas pris en compte l'éventuelle revalorisation du patrimoine existant, toutes les optimisations possibles. Donc là, pour moi, il est déjà prêt pour la retraite. En fait, vous êtes déjà libre, c'est juste que vous ne le savez pas. Ah oui, dernier point que tu faisais remarquer, il a du H2O, qui est quand même un scandale made in France. Tu peux nous rappeler en 2 mots ce qui s'est passé? En fait, alors j'ai plus exactement l'année, mais H2O, donc c'est une société de gestion qui fait de la gestion alternative. Ouais. En fait, en gros, ils ont des fonds qui génèrent de la performance indépendamment de la direction des marchés, qui font de la spéculation avec des produits dérivés, pour faire très simple, pour schématiser. Et donc, il y a eu un scandale, notamment par rapport au fait qu'ils détenaient beaucoup de créances non cotées, sociétés non cotées, qui apparemment étaient du papier un peu sans valeur. Ouais. Et quand ça a éclos au grand jour, du coup, ils ont été contraints de séparer tous ces actifs non cotés du fonds. Ouais. Et donc tous les épargnants qui étaient investis dans les fonds H2O ont vu apparaître sur leur contrat d'assurance vie ce qu'on appelle des side pockets. Donc leur unité de compte a été coupée en 2. Et la partie non cotée a été dévalorisée, je crois, avec moins 100% ou moins 99%. Dingue. Et cet argent, en fait, il est bloqué. On ne sait pas si un jour on va le récupérer. Ouais, après, voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a un collectif qui s'est monté. Un collectif des épargnants contre H2O qui a intenté une action en justice en fait pour obtenir réparation du préjudice. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Du coup, je ne sais pas si on peut le trouver. Épargnant, ouais, tu vas trouver, je pense. Le collectif des porteurs. Ouais. Donc si vous êtes impacté, ce qui a priori est le cas de notre médecin, c'est intéressant. Je crois qu'il y a plus de 6 000 personnes déjà qui font partie du collectif. On ne sait pas ce qu'il y aura à récupérer, mais ça coûte rien d'essayer. Et c'est vrai que ça souligne bien, encore une fois, les risques, l'investissement. Dès que vous sortez des grandes capitalisations boursières, des produits vraiment très vanille comme les ETF sur des actions large cap, et que vous allez dans de l'alternatif, forcément, il faut que la prime de risque compense le risque que vous prenez, parce que là, concrètement, vous êtes bloqué. Donc, à bien garder en tête. Mais en tout cas, même avec H2O, notre médecin, franchement, il y est. Quelques petits arbitrages et puis ça va le faire. Merci beaucoup. C'était trop bien, Camille. Merci, Mounir.